Aimables téléspectateurs, merci pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Starcom, une émission qui vous permet d'analyser, de décrypter et de comprendre l'actualité sociopolitique. Aujourd'hui, on s'intéresse au racisme avec le cas spécifique de George Floyd, un Afro-Américain récemment assassiné aux États-Unis par la police américaine. Cette violence policière a provoqué une vague indignation à travers le monde entier. Un acte dénoncé par les associations de défense des droits de l'homme à travers le monde entier. Pour en parler, nous avons comme invité M. Abdoul Gadiri Diallo. Il est le président de l'organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et des citoyens. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Moi qui vous remercie. Alors, je le disais à l'entame de cette émission, on s'intéresse au racisme, notamment au cas spécifique de George Floyd, assassiné récemment aux États-Unis, un Afro-Américain, bien sûr par la police américaine. Et vous êtes en Guinée en tant que premier responsable de défense des droits de l'homme et des citoyens. Quelle est votre réaction là-dessus? D'abord, une première fois, j'avais eu à réagir par rapport à cette question. Et j'ai eu à déplorer le fait que les bavures policières sont presque toujours restées impunies aux États-Unis. Ce qui en soi constitue un danger pour la sécurité des citoyens. Nous avons connu le cas Amadou Diallo, qui a été criblé de balles dans le Bronx à New York. Nous avons connu les cas d'autres jeunes et d'autres Noirs américains qui ont été victimes des violences policières infligées par les forces de police. Et il faut noter que très souvent, cela suscite des émeutes. Et ça donne l'impression que la police n'agit que sur les personnes de couleur. Et malheureusement, ça n'a pas interpellé les autorités américaines. Pour le cas spécifique de Amadou Diallo, par exemple, lorsqu'il a été question du jugement de ce cas-là, on a délocalisé le procès à Albany au lieu de le faire à New York. Et cela a amené les gens à se poser la question de savoir pourquoi ce n'est pas sur les lieux où il y a eu le crime qu'on devait traiter le dossier. Et finalement, ils ont été jugés et relaxés au prétexte que c'était une situation de légitime défense. Oui. Il y en a eu le 3 mars 1991 à Los Angeles. Un Noir américain du nom de Rodney King est poursuivi pour excès de vitesse. Cette course-poursuite a fini par déboucher sur son arrestation. Il a été fortement tabassé par les policiers et un passage à tabac qui a été filmé par un habitant. On aurait dénombré 56 coups de bâton qui lui auraient été infligés à l'époque. Et il a reçu 20 points de suture. Le 29 avril 1992, ces mêmes policiers sont acquittés malgré l'accusation d'usage excessif de la force. Et cela a suscité des mobilisations massives qui ont conduit à plus de 2000 blessés, plus de 1000 bâtiments détruits. Cela s'est répété en 2014 à Ferguson, où le gars est allé jusqu'à dire les mains en l'air ne tirez pas. C'était un manifestant à Ferguson, le 9 août 2014, un certain Michael Brown, qui a 18 ans. Il est abattu par 6 balles. Il y a eu le cas de Baltimore. Il y a eu le cas de Minneapolis tout dernièrement. Oui. Et tout le problème, c'est que quand on intente un procès contre ces policiers, on a l'impression qu'il y a du 2 poids 2 mesures. Oui. Ce qui n'est pas très encourageant et qui va susciter toujours le sentiment de l'injustice. Oui. Alors, on ne peut pas comprendre que la police américaine, qui est suffisamment préparée à ces situations-là, oui, puisse commettre tout le temps des bavures qui conduisent à des morts d'hommes. Oui. Et ça,
je suis très désolé. Je pense que les manifestations qui sont en train de se dérouler là sont des manifestations liées à l'insatisfaction des personnes face aux juges. Alors, Monsieur le Président, vous avez répertorié une liste justement de cette triste réalité concernant le racisme du côté des États-Unis. À votre avis aujourd'hui, comment expliquez-vous la montée justement de cette triste réalité aux États-Unis, mais aussi dans certains pays européens, en tant que premier responsable de l'OJDH? Bon, si nous prenons le cas américain, les États-Unis, c'est un melting pot. C'est un pays qui a constitué une forme de colonie de peuplement à un moment donné. Et c'est le produit de beaucoup de migrations. Et si vous avez souvenance, juste dans les années 60, il y avait encore la ségrégation raciale aux États-Unis. Avec l'évolution et surtout les progrès réalisés en matière de droits civiques, nous étions à l'aise de dire que les États-Unis ont opéré une profonde mutation parce qu'on est allé jusqu'à connaître l'élection d'un noir américain à la tête de la Maison-Blanche. Oui. Et il a fait 2 mandats. C'était la preuve que vraiment les États-Unis avaient atteint un niveau qui était acceptable et très encourageant. Oui. Mais ce qui n'a pas évolué, c'est au niveau des services de police. Ça n'a pas du tout évolué. Et malheureusement, qui arrive au pouvoir après Barack Obama, c'est un certain Donald Trump. Donald Trump, qui a des discours incendiaires et qui a des discours à connotation raciale qui rappellent le tristement célèbre Ku Klux Klan. Ce qui, en soi, nous amène à nous inquiéter. Et vous avez dû suivre sur la toile la réaction d'un officier de police qui a demandé à Bush de la fermer s'il ne peut pas calmer la situation, qu'il évite de l'envenimer. Donc, c'est vous dire que cette situation aux États-Unis est particulièrement préoccupante. Quand vous prenez les autres pays occidentaux, ce n'est pas aussi remarquable que ce qu'on constate aux États-Unis. Mais on tient compte d'une chose qui est aussi très remarquable dans ces pays-là, c'est la chasse aux immigrants clandestins. Donc, sous le prétexte de résorber le flux migratoire, il y a des comportements xénophobes qui sont assimilables à une discrimination, surtout imposée à une catégorie de personnes venant d'un certain nombre de pays. Et cela aussi constitue un autre problème qui vient justement s'ajouter à la situation que nous vivons aux États-Unis et qui fait qu'on se pose la question de savoir à quoi servent finalement les formations qu'on accorde ces services de police avant leur recrutement et pendant leur recrutement. Okay. Alors, Monsieur le Président, concernant le cas spécifique de George Floyd du côté des États-Unis, vous l'avez mentionné, c'est une première. Il y a eu plusieurs cas d'assassinat, des violences policières, mais une manifestation de ce genre à travers les différents États américains, c'est une première. On a suivi également du côté de l'Europe où il y a eu une vague indignation de la part justement des citoyens. Est-ce que, avec la condamnation de ce policier, est-ce que cette triste réalité, on peut s'attendre à vaincre le phénomène du côté des États-Unis et de l'Europe? Bon, moi je crois que la mobilisation qui a suivi cette situation-là est encourageante dans la mesure où cette fois-ci la prise de conscience n'est pas que du côté des hommes de couleur. C'est-à-dire que c'est les citoyens américains qui ont ras-le-bol de la violence qui s'est abattue sur un certain nombre de la population, qui s'est levé pour dire halte à ces attaques ciblées. Donc, ce n'est pas que des Noirs, des Métis ou alors des Hispanophones ou alors des Latinos qui se sont levés pour protester. C'est en fait toutes les composants de la société américaine. Ça prouve que c'est un comportement que le peuple américain ne partage pas. Et les autorités américaines doivent en tenir compte. Alors,
aujourd'hui, justement, concernant votre organisation, je vais parler de l'OGDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme. Prenons le cas spécifique de la Guinée. Il y a également des bavures des services de sécurité, de défense et de sécurité. Est-ce que vous avez envisagé justement des mesures afin de freiner cette triste réalité en Guinée, même si on ne parle pas de racisme, mais le comportement... Justement, c'est pour cela que nous trouvons que le comportement des forces de police aux États-Unis et dans les autres pays occidentaux constitue de mauvais précédents. Parce que très souvent, nos dirigeants se comparent à ces États-là. Et aujourd'hui, vous entendez dire que non, pourquoi chez les autres, on n'interdit pas aux gens de se présenter plusieurs fois, mais chez nous, on veut nous imposer deux fois. Ça, c'est un peu l'esprit qui vous amène à comprendre qu'il y a toujours une volonté manifeste de dévoyer l'esprit républicain vers d'autres tendances. Alors, si de la même manière que les violences policières se produisent en Guinée et ailleurs, on arrive à enregistrer des cas de violences policières comme celles qu'on a connues aux États-Unis, c'est-à-dire que c'est un prétexte pour prendre les dirigeants qui veulent créer les conditions d'une autocratie dans leur pays pour se justifier et légitimer leur action. Et c'est en ça que c'est inquiétant. Parce que nous avons vu dans le cas guinéen beaucoup de bavures policières, permettez-moi de l'appeler bavures comme ça, parce que c'est ce qui se dit, et où il y a eu des centaines et des dizaines de morts, et jusqu'à date, le gouvernement s'est contenté de dire que non, ce ne sont pas les forces de police qui ont commis ces crimes, ce sont les manifestants. Au moins aux États-Unis, il y a l'ouverture d'une enquête qui se fait pour essayer de situer les responsabilités. En Guinée, on n'y pense même pas. Donc, c'est une dérive qui va essayer, qui va déteindre sur nos pays et qui va justifier les comportements bestiaux que certains agents appliquent à la population. Oui. Alors, c'est vrai que, Monsieur le Président, aux États-Unis, on parle d'enquête avec des résultats à l'appui, contrairement dans certains pays africains, notamment le nôtre. Je vais parler justement de la Guinée, où on est en manque de résultats. Les enquêtes sont souvent engagées, mais jamais refermées, aucun résultat. Comment expliquez-vous justement ce manque de résultats de nos enquêtes? Est-ce qu'il y a un manque de moyens ou un refus de la part des autorités guinéennes pour aboutir aux enquêtes? Moi, je n'ai pas beaucoup connaissance d'enquêtes engagées depuis qu'il y a eu cette tuerie en Guinée. Mais s'il y en a eu, je crois qu'il suffit d'avoir eu un minimum de volonté politique pour qu'on puisse situer les responsabilités. La question est de savoir si effectivement la volonté politique est là. Parce que quand c'est le président de la République lui-même qui apprend qu'il y a eu des morts dans le matin, et qui vient à la télévision nationale guinéenne pour dire que ce n'est pas la faute aux forces de défense et de sécurité, je vois mal quelqu'un qui va ouvrir une enquête sur ces questions-là. Et aujourd'hui, on est dans une situation où on parle de la falsification d'une constitution. L'État ne devrait pas accepter qu'il soit éclaboussé par une telle accusation. Il aurait dû ouvrir des enquêtes et savoir si c'est vrai. Mais c'est de manière lapidaire que le ministre de la Justice sort sur la chaîne nationale de télévision guinéenne pour dire qu'il n'y a pas eu de falsification. Alors, Monsieur le Président, gardez la ligne. Nous allons vous proposer un reportage réalisé par la rédaction politique de Star 21 TV. On revient dans un instant pour entamer la deuxième et dernière partie justement de cette émission. Dans un court instant, on se retrouve. À bientôt. L'assassinat de Noirs américains par la police américaine en début de semaine ne laisse pas indifférents les activistes des droits de l'homme en Guinée. Ce responsable de l'Organisation guinéenne de droits de l'homme ne manque pas de mots pour qualifier l'acte. Dans ces conditions, je trouve déplorable que les forces de l'ordre aux États-Unis, le pays qui est censé être la première démocratie du monde, que le comportement des agents de sécurité conduise à une mort d'homme. Nous ne sommes pas à notre première expérience aux États-Unis. C'est peut-être la énième expérience. Je vais vous citer le cas de Amadou Diallo, notre compatriote qui avait été abattu dans le Bronx. Amadou Diallo a reçu des balles par des agents de police, alors qu'il était sur le point d'obtempérer quand ces policiers lui ont demandé de s'arrêter. Le traitement qui a été fait de ce dossier et la mort d'Amadou Diallo avait ému tout le monde.
Malheureusement, le procès qui a été intenté contre les présumés responsables de ce crime a été non seulement délocalisé pour être déplacé de New York à Albany, qui est la capitale de l'État de New York, et l'issue qui a été, on la connaît. Il y a eu un autre cas où un jeune jouait avec un pistolet, un jouet d'enfant a été sommairement abattu par des agents de police. Au nom du principe de la légitime défense, lui aussi, il est mort et l'affaire a été classée comme si de rien n'était. Depuis plusieurs années, les Afro-Américains sont victimes des traitements dégradants, inhumains, des tortures et d'assassinats ciblés par la police américaine. Un traitement racial que fustige cet activiste des droits de l'homme en Guinée. Nous avons tout l'air de croire que le passé historique des États-Unis, notamment la fameuse question liée aux discriminations raciales, qui jusqu'à une date récente était encore en vigueur aux États-Unis, cette discrimination s'est transposée des lieux publics à celui des services de sécurité. Il n'est pas rare de trouver des cas où des policiers abattent des jeunes de couleur ou des personnes de couleur et que cela reste impuni. Au point que certains citoyens américains se posent la question de savoir si effectivement la police travaille dans le sens qui correspond un peu à l'idéal que se sont fixés les Américains lorsqu'on mettait fin à la discrimination nationale dans les années 60. Et quand on tient compte aussi du discours de l'actuel président des États-Unis, ce n'est pas du tout un discours qui rassemble. Et ça, il faut se le dire. Donc le comportement qui a été adopté par ces agents de sécurité face à cet Afro-américain sont des comportements qui sont le fruit de la mauvaise gestion des comportements antérieurs que les agents de sécurité ont eu à observer vis-à-vis des personnes de couleur en Afrique, aux États-Unis. Ces derniers jours, on enregistre dans certains États américains des mouvements de protestation des Afro-Américains, une façon pour ces immigrés d'origine africaine de réclamer justice autour des tueries aux États-Unis d'Amérique. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, celle qui vous rassemble avec bien sûr un autre invité. Il s'agit de M. Mamadou Abdoul Gadiri Diallo. Il est le président de l'organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et des citoyens, OGDH en abrégé. Monsieur le Président, vous êtes là? Oui, je suis là. Alors, vous avez suivi ce reportage de la rédaction politique, votre intervention axée essentiellement justement sur la situation américaine. Mais quand on revient au pays avec le cas spécifique de la Guinée, c'est vrai que beaucoup d'enquêtes ont été organisées sans aucune suite favorable en République de Guinée. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que premier responsable de l'OGDH, vous avez déjà envisagé d'autres pistes afin de mettre la pression sur les autorités afin que les enquêtes aboutissent, surtout à un moment où le FNDC menace de reprendre les rues? C'est-à-dire, ce que nous caressons comme rêve, c'est que quand il y a des situations de violation des droits de l'homme en Guinée, que les juridictions guinéennes s'en saisissent. Il y va de l'honneur de la Guinée et des autorités guinéennes, mais ça nous donne aussi un sentiment de fierté et ça nous rassure que nous sommes en sécurité. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe en Guinée. Et comme ça ne se passe pas ainsi à Guinée, nous sommes obligés d'utiliser d'autres moyens. Et les moyens que nous utilisons la plupart du temps, faute de pouvoir obtenir justice en Guinée, c'est porter les affaires qui ont été abandonnées en Guinée vers les juridictions régionales et internationales. Cela, il s'agit peut-être de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, et la Cour de justice de la CEDEAO, mais de l'ensemble des structures qui travaillent sur les questions de promotion et de protection des droits de l'homme. Alors, dans les cas spécifiques qui se passent à Guinée, chaque fois que nous sommes confrontés à un déni de justice, nous sommes obligés de passer ailleurs.
Ça a été le cas, par exemple, du dossier de 2007, oui, avec les victimes des massacres qu'on a connus en janvier 2007. C'est le cas des victimes de 2010, où nous avons porté les affaires devant des juges guinéens. Et jusqu'à ce jour, on n'a aucune suite. Et si on n'obtient pas de suite ici, on est obligé de porter l'affaire devant les juridictions régionales. oui. Oui. Alors, Monsieur le Président, vous l'avez mentionné, le tableau est très sombre en Guinée en termes de respect des droits de l'homme. Aujourd'hui, est-ce que votre organisation de défense des droits de l'homme et des citoyens a déjà entamé les démarches justement auprès des autorités pour une bonne collaboration entre les services de sécurité et le bas peuple? Je veux parler des citoyens sur le terrain, surtout pendant les manifestations. Bon, nous, notre interlocuteur au niveau du gouvernement, c'est le ministère de la Justice, c'est le ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté, mais c'est aussi l'ensemble des autres structures qui gèrent les forces de défense et de sécurité. Et nous estimons qu'à tous ces niveaux-là, lorsqu'il y a des problèmes, on doit pouvoir s'asseoir avec eux et échanger. Mais faut-il que la porte soit ouverte? Un. Deuxièmement, faut-il que la volonté politique soit là? Troisièmement, si nous estimons que le ministère de la Justice est le meilleur interface pour les questions judiciaires, nous nous adressons à Monsieur le ministre de la Justice. Et on l'a très souvent fait. Et on est allé jusqu'à lui adresser des correspondances pour lui faire des propositions à certains niveaux. Tout ceci entre dans le cadre de l'action que nous menons pour favoriser un partenariat. Et si les moyens nous le permettent ces jours-ci, Oui. nous avons aussi l'intention de rencontrer M. le ministre de la Justice. Et s'il nous accorde cette rencontre-là, on essaiera de lui faire un survol de la situation et de lui dire le sentiment que les gens éprouvent au niveau de la population. Ce qui va peut-être lui permettre de prendre la mesure des choses et de porter l'affaire devant les autorités du gouvernement. Ok. Alors, Monsieur le Président, gardez la ligne. Nous vous proposons un autre reportage sur l'attitude des services de sécurité en temps de manifestation en République de Guinée. On revient dans un instant pour la dernière partie de cette émission. La police guinéenne, l'un des remparts dans la lutte contre le coronavirus en Guinée. Faute de port de bavette, des agents de la police interpellent certains citoyens mani militari en pleine circulation et parfois dans les différents quartiers. Un comportement inhumain et dégradant qui dénonce ces citoyens. On n'a pas un État fort, un État qui contrôle. Parce que si on avait un bon État qui fonctionne, les policiers n'allaient même pas penser de réclamer 30 000 francs dans la main des pauvres citoyens. Et on connaît la situation actuelle. Les gens souffrent, il n'y a rien. Toi, tu vas minimiser les 30 000 là, mais quelqu'un qui ne travaille pas. Donc, ce n'est pas normal. Donc, au lieu de réclamer 30 000, on cesse des bavettes. On donne aux gens, on dit donc désormais, il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça. Parce que ces policiers-là, c'est nous qui l'avons recrutés pour assurer notre sécurité. Il ne faut pas qu'ils nous frappent, qu'ils nous réclament, qu'ils nous posent des conditions. Donc, ça, c'est anormal. Et pourtant, le décret présidentiel du 16 avril 2020 précise que chaque citoyen interpellé pour le non-port de masque paye 30 000 francs guinéens comme amende. Un argument utilisé par nombreux agents de la police pour racketter à longueur de journée les pauvres citoyens qui cherchent le qui-vivre. Un véritable casse-tête qui commence à irriter cet autre citoyen. La façon de réclamer, c'est ce qui fait défaut. Parce que par exemple, quand on voit quelqu'un qui enlève son masque juste pour cracher ou bien sûr, on ne doit pas l'arrêter pour ça. On doit attendre à ce qu'il on doit attendre à ce qu'il crache, qu'il reporte son masque au lieu de demander l'argent. Donc quand la loi est promulguée, il faut la respecter comme ça se doit. On ne doit pas passer. Vouloir trop abuser là, c'est de l'arnaque.
Donc ce n'est pas une bonne chose. Il faut faire les choses en bon et due forme. Malgré la présence du coronavirus en Guinée, certains agents n'hésitent pas de déposer d'autres citoyens dans les commissariats de police. Selon plusieurs témoins, la police exige une somme de 200 000 francs moyennant leur libération. Une corruption que les autorités devraient combattre sur toutes ses formes. La fois passée, on entend dire qu'ils ont déposé je ne sais pas combien de millions. Donc ça même c'est anormal. Il n'y a pas de reçu. Comment l'État peut donner un montant, ce que les policiers ont déposé, et les pauvres citoyens ne voient pas le reçu? Ça, on ne comprend pas. C'est une façon d'arnaquer la population. Il faut qu'on se dise la vérité. Le paiement de ces 30 000 francs guinéens par personne est-il une méthode déguisée pour escroquer les citoyens ou une façon sûre pour lutter contre le coronavirus? Ces questions doivent trouver leur réponse au plus haut niveau de la hiérarchie de la police, surtout en cette période de soudure caractérisée par la pandémie mondiale. Nous entamons le dernier virage de cette émission avec bien sûr notre invité. Il s'agit de M. Abdoul Gadiri Diallo, président de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et des citoyens, OGDH en abrégé. Monsieur le Président, vous avez suivi ce reportage de la rédaction politique de Star 21 TV par rapport justement au comportement ou à l'attitude des services de sécurité, notamment dans le cadre spécifique de la lutte contre le Covid-19 en Guinée. Quelle est votre réaction là-dessus? Je voudrais d'abord profiter de cette tribune pour inviter tous les Guinéens, administrés, administrateurs, agents de police et autres, de se mettre en tête que le Covid-19 n'a ni couleur, ni odeur, ni position politique. C'est une pandémie. Chacun, en ce qui le concerne, doit considérer qu'il est la première personne concernée et faire preuve de beaucoup de responsabilité. Lorsqu'on demande le port du masque obligatoire, cette obligation devrait être saluée du fait qu'on s'impose à nous pour nous protéger. Oui. Mais il ne faut pas que les services de sécurité aussi profitent de cette situation pour faire des abus. On a vu ce qui s'est passé à Koya. Malheureusement, ça n'a pas été suivi d'enquête, ou même s'il y a des enquêtes, on n'a pas encore les résultats de ces enquêtes. C'est-à-dire qu'il faut faire preuve de responsabilité face à la pandémie. Je voudrais également dire que la manière de gérer ce port obligatoire de masque a été une manière qui ne correspond pas au principe. Ce n'est pas à un président de la République de sortir à la télé pour dire que celui qui ne porte pas un masque doit être sanctionné et que l'amende c'est 30 000 francs guinéens. Oui. C'est-à-dire qu'il faut se référer au texte. C'est sur la base des textes qu'on doit fonctionner. Le président de la République aura beau être de bonne foi, mais il n'a pas le droit de légiférer sur les amendes arbitrées. Ok. Et vous avez vu ce que ça a eu comme conséquence à Kindia. Oui. Alors, Monsieur le Président. Oui. On est vraiment pris par le temps. Nous souhaitons vraiment la prochaine fois de vous rencontrer une fois encore pour continuer le débat sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Aimables téléspectateurs, ainsi prend fin cette émission. Comme vous l'avez compris, on avait comme invité M. Abdoul Gadiri Diallo. Il est le président de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et des citoyens. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci pour votre fidélité et nous vous souhaitons surtout une excellente suite de programmes en compagnie de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. À bientôt.